Bonjour Luce. Bonjour Rudy, mon invité, vous venez de l'entendre, c'est quelqu'un que nous aimons tous, nous l'écoutons quotidiennement sur une radio concurrente, mais amie. Donc, Renaud, vous publiez aux éditions de l'Observatoire Anatomie d'une trahison. La trahison que vous évoquez, c'est celle de la gauche d'aujourd'hui par rapport à sa longue histoire. Vous évoquez, vous analysez, je vous cite, une gauche figée, recroquevillée, engluée dans des règlements de compte qui sont suicidaires. Comment en est-on arrivé là ? Vaste question, merci de votre accueil, Luce Perrault. C'est vrai que j'essaye de raconter dans le livre que, historiquement, pour aller à très gros traits, très rapidement, des Lumières jusqu'au début du XXIe siècle, la gauche s'était arrimée au camp du progrès. Ça ne signifie pas que la gauche avait le monopole du progrès. Bien sûr que la droite a aussi fait avancer des réformes, des réformes qu'on peut qualifier comme étant progressistes. Mais ce culte du progrès faisait partie de l'identité même de la gauche, en tout cas. Je vous dis à peu près des idéaux des Lumières au XVIIIe jusqu'au début du XXIe siècle, avec toujours une gauche qui avait à la fois confiance en elle et confiance en l'avenir, qui pensait que malgré les vicissitudes, les crises, les batailles à mener, l'avenir serait toujours meilleur. Condorcet, quoi. Voilà, ça commence d'ailleurs avec l'esquisse des tableaux du progrès humain de Condorcet, et ça va, grosso modo, on ne peut pas dater exactement la rupture, elle n'est pas brutale, c'est une évolution, mais jusqu'au début du XXIe siècle, voilà, cette croyance qu'en gros la génération suivante bénéficiera justement d'un certain nombre de progrès acquis grâce au lutte de la gauche. Et puis au début du XXIe siècle, alors pour tout un tas de raisons que j'essaye de passer en revue dans le livre, une gauche qui se retrouve désemparée face à la gestion de la régulation, face à la gestion de la mondialisation, faute d'instruments de régulation justement, parfois faute d'ambition aussi, et puis toute une gauche qui est aussi sur les questions identitaires, les questions communautaires, divorce de l'idéal universaliste qui était le sien. Eh bien, il y a un tête-à-queue, et cette gauche française, au début du XXIe siècle, a peu à peu perdu confiance en elle-même, en l'homme et en l'avenir. Alors, c'est quand même... Il y avait des signes alarmants quand même avant. Il y a l'histoire du voile à Creil. C'est quand même un marqueur, là, déjà. Là, on est en 1989, effectivement. C'est la toute première irruption dans le débat public, justement, de l'islam politique. Et face à cette irruption-là, à l'école en plus, au collège, donc tout un symbole, la gauche va se déchirer, et même en grande partie, il va y avoir juste un noyau de républicains qui vont pointer d'emblée le danger, le risque d'ouvrir la porte au voile à l'école, alors que tout l'essentiel de la gauche va s'en laver les mains, et c'est une fracture. En gros, la gauche prend à peu près 15 ans de retard. Elle va prendre 15 ans de retard jusqu'à la loi de 2004 sur l'interdiction des signes ostentatoires religieux dans l'espace public, enfin dans les services publics et notamment à l'école. Et là, on s'aperçoit que même là, d'ailleurs, toute une partie de la gauche est toujours hostile à cette loi-là. Mais en tout cas, la gauche a perdu au moins 15 à 20 ans et elle n'a pas fini d'en payer le prix. Oui, et puis il y a eu aussi cette note de Terra Nova, think tank de gauche, qui disait que puisque les ouvriers, les prolos, entre guillemets, n'étaient plus forcément mobilisés, qu'ils étaient pas forcément gérable ni du côté du progrès, on laisse tomber, on passe à autre chose. Alors cette note du think tank Terra Nova que j'évoque dans le livre, effectivement, elle est édifiante et elle est symboliquement extrêmement importante. Elle est très significative. Là, on est dans les années 2008-2010, en tout cas, on est avant l'élection de François Hollande en 2012. Oui. Et ces penseurs sociodémocrates, qui d'ailleurs sont tous brillants, c'est pas ça qui est en cause, ils mettent vraiment noir sur blanc une théorie qui, à mes yeux, est dramatique pour la gauche parce que c'est à la fois un constat d'échec et une démission. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'effectivement... C'est la trahison. Les catégories populaires ayant abandonné la gauche, c'est leur raisonnement d'ailleurs, et non pas l'inverse, comme si c'était pas la gauche qui s'était détournée d'elle, eh bien, il faut bâtir une majorité de substitution qui s'appuierait sur une alliance composée, grosso modo, des minorités ethniques, des jeunes et des femmes, en tout cas, d'un certain nombre de communautés, justement, qui s'additionneraient pour suppléer les catégories populaires qui se sont tournées vers l'extrême droite. À gros traits, c'est ce qu'explique cette note. Or, d'une part, c'est un constat d'échec, parce que si les catégories populaires ont abandonné la gauche pour voter massivement à l'extrême droite, c'est quand même l'échec d'abord de la gauche qui a été très longtemps au pouvoir. Et ensuite, c'est une démission, puisque c'est une forme d'abandon, à la fois une double démission, abandon d'abord de l'idéal universaliste, qui est l'idéal universaliste républicain qui fait que la gauche, normalement, ne doit pas considérer les individus comme des parts de marché électoral selon
leurs convictions philosophiques, religieuses, leur origine sociale ou ethnique, mais comme des citoyens à conquérir dans leur ensemble pour défendre l'intérêt général. Et puis d'autre part, une démission, tout simplement, face à ce divorce des catégories populaires avec la gauche, parce que c'est considéré de la part de la gauche que, après tout, ces catégories populaires, en particulier dans ce qu'on appelle la France périphérique, dans les zones rurales, dans les zones semi-urbaines, eh bien, elles seraient perdues à jamais pour la gauche, et elles auraient vocation à voter Le Pen, à voter à l'extrême droite de génération en génération. Et ça, c'est une démission qui est terrible. Ces gens-là qui votent aujourd'hui, effectivement, massivement pour le Front National, pour le Rassemblement National, ils n'ont pas toujours voté à l'extrême droite, leurs parents votaient beaucoup et souvent fréquemment à gauche, donc la gauche doit s'interroger sur les raisons de ce divorce, et les raisons de cet abandon, de ce divorce, ne sont pas à mes yeux à rechercher du côté de ces électeurs qui l'ont abandonné, mais bien du côté de ce que la gauche est devenue. N'a pas répondu à ce qu'on attendait d'elle. Alors, vous parlez d'aujourd'hui en disant maintenant c'est la gauche indignée. Et les pratiques de cette gauche-là vous indignent. Vous avez déjà vous les trouvez grotesques, pitoyables, hein, je reprends vos adjectifs. C'est une gauche fâchée qui s'énerve, qui n'a plus qu'une seule boussole, la morale. Mais quelle morale ça, c'est pas la politique. Il y a toute une gauche, et j'essaye de développer ça dans le livre, qu'effectivement, pour laquelle, on va dire, l'émotion, voire l'indignation, remplace aujourd'hui... La dictature de l'émotion. Remplace en tout cas la réflexion, a fortiori la nuance ou l'échange. Et donc, il y a toute une tentation dans toute cette frange de la gauche, et on l'a vu dans l'actualité encore de ces tout derniers jours et de ces tout dernières heures, avec les secousses qui frappent la France insoumise ou les écologistes. Il y a toute une gauche qui est en permanence en quête du plus pur, de celui qui serait plus pur que l'autre, celui donc sous-entendu qui serait d'ailleurs plus à gauche, encore faut-il définir ce que c'est, mais et donc qui passe son temps à dénoncer celui qui ne l'est plus. Et là, ça renvoie à la pratique de la gauche au pouvoir, en particulier sous le quinquennat de François Hollande. Et donc, c'est une gauche pour laquelle l'excommunication, en fait, devient un outil quasi quotidien et a remplacé le débat, l'échange, la nuance, la recherche du consensus, la recherche du compromis, ce qui sont des actes qui participent évidemment de la gauche réformiste. Voilà, la gauche réformée au pouvoir, c'est évidemment faire des compromis. C'est pas simplement accumuler des dénonciations, des ruptures, parce que ça, et c'est ce qui s'est produit d'ailleurs aux dernières élections législatives, ça confine la gauche durablement dans l'opposition. La NUP et Jean-Luc Mélenchon ont beau se réjouir de leur score, sans aucun doute cette alliance électorale, c'est un bon coup stratégique pour Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il a posé son hégémonie sur l'ensemble de la gauche. Voilà, il a avalé la gauche en quelque sorte, il lui a imposé son discours, sa ligne, son programme et même ses candidats dans les 3/4 des circonscriptions. C'est un joli coup, entre guillemets, tactique d'un point de vue électoral pour cette gauche, parce que ça lui a permis, c'est vrai, de limiter les dégâts en nombre de sièges, mais c'est un désastre politique, programmatique et idéologique, parce que c'est l'une des plus lourdes défaites de la gauche aux législatives depuis le début de la Ve République. Il n'y a que 2 élections législatives où elle a obtenu moins de sièges, mais 151 sièges sur 577, c'est un très mauvais résultat. Même chose en voix, et sur le plan idéologique, c'est un tête-à-queue, c'est une rupture, c'est une fracture que j'essaye de raconter dans ce livre. Que vous racontez très bien, mais il y a quand même quelque chose de plus grave, c'est qu'il rompt le pacte républicain. Il y a toute cette gauche, cette frange de la gauche a abandonné à la fois une forme d'universalisme. Alors on l'a vu avec des épisodes qu'on peut avoir en tête ces dernières années, notamment cette fameuse manifestation contre, entre guillemets, l'islamophobie, c'était le mot d'ordre, manifestation conduite d'ailleurs en grande partie par le CCIF qui a été dissous depuis au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty, et puis où le slogan Allah Akbar a été scandé dans les rues de Paris avec des dignitaires de gauche qui ont défilé derrière dans l'indifférence la plus absolue, ce qui était un reniement absolu de ce que la gauche laïque et républicaine peut être. Bon, ça c'était un des événements les plus symboliques, qui peut sembler anecdotique, mais qui l'est pas, parce que ça illustre cette lente dérive. Et effectivement, on a aujourd'hui une gauche communautariste qui, soit... après, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer cette évolution-là. Il y a, pour ne pas les accabler, il peut y avoir une forme de naïveté. Il y a, c'est vrai aussi dans ce pays, un vrai racisme anti-musulman qui prospère de la part de toute une frange du pays, et évidemment qui est cultivé au premier chef à l'extrême droite, et qui peut conduire naïvement une frange de dirigeants ou de cadres de gauche à dire il faut les défendre coûte que coûte, même si ces musulmans ne sont pas seulement des musulmans, mais des islamistes, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, en fait, c'est même eux qui pratiquent cet amalgame. Donc,
a cette naïveté, il y a l'électoralisme, il y a un certain nombre d'élus dans des tas de banlieues qui, justement, par électoralisme, pensant flatter cet électorat-là, eh bien, sont prêts à pactiser avec l'islam politique. Et puis, il y a les complices, il y a les authentiques complices, qui sont, eux, des vrais adversaires du pacte républicain, et qui sont prêts, effectivement, à s'allier, à s'entendre, à prospérer avec les islamistes pour mettre à bas les valeurs républicaines. Donc, tous ces comportements-là s'additionnent et conduisent cette gauche dans l'impasse dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Il y a aussi tout ce qu'on appelle, et que Marcel Gauchet dénonçait déjà, les droits de l'homiste qui ne sont pas une politique. Oui, c'est vrai que Marcel Gauchet expliquait il y a déjà longtemps, dans les années 80, que les droits de l'homme ne fondaient pas une politique. Pourquoi ? Parce que la défense des droits de l'homme est un idéal, bien sûr, tout à fait louable, estimable et utile et nécessaire. Il faut défendre les droits de l'homme, et pas seulement en France. D'ailleurs, il y a tellement de pays dans lesquels on ne le défend pas, et pays avec lesquels la France peut parfois entretenir des relations coupables sans se poser la question. Mais le droit de l'homisme, pour reprendre son expression, ne définit pas à lui seul une politique. C'est-à-dire qu'une politique ne peut pas tenir compte... Uniquement. Une politique, c'est pas... La politique, c'est pas la morale, et la morale, c'est pas la politique. Aussi cynique que ce constat puisse paraître, on ne fonde pas toute une politique sur la morale, parce que la morale, elle est changeante, elle est évolutive, elle est souvent subjective, elle est souvent individuelle, elle peut dépendre de tel ou tel gouvernant au pouvoir qui va d'un seul coup changer en fonction d'impératifs moraux, d'alliances, de décisions, etc. Donc évidemment que la politique qui a vocation à nourrir, alimenter, défendre l'intérêt général dans un espace démocratique, ne peut pas se contenter de faire la morale. La morale est un outil parmi d'autres, mais il y a plein d'autres contingences et intérêts qui font une politique au service de l'intérêt général. C'est en ce sens que les droits de l'homme ne font pas une politique. Alors, il y a aussi, on a évoqué l'islamo-gauchisme, le wokisme, les Ouïghours plutôt que les prolos, mais il y a aussi une négation du réel. Vous évoquez Raphaël Glucksmann qui a déclaré qu'il ne sait rien du peuple. Non, vous dites qu'il ne sait rien du peuple, il ne le fréquente pas, mais il déclare « Moi, je me sens davantage à l'aise à New York ou à Berlin qu'en Picardie ». C'est grave. Et alors, il faut reconnaître à Raphaël Glucksmann, en l'occurrence, cet extrait que je cite, qu'il a dit dans une émission de télévision, c'était pas pour revendiquer ça, c'était pour le déplorer. C'est-à-dire que c'était un aveu. Pour le coup, c'était un aveu de lucidité. Oui, mais c'est une réalité. Oui, attendez. Lui, quand il dit ça, il bat sa coulpe. C'est-à-dire que lui-même reconnaît sa réalité sociale. Il vient de ce milieu social, très parisien, etc. Et tout. Et il le dit. Voilà, il pointe une autre chose qui est assez juste. C'est-à-dire que les grandes métropoles à l'échelle européenne maintenant se ressemblent toutes. Et elles aussi, elles souffrent de ghettoisation de riches, si j'ose dire. Oui. Sont devenues des espaces qui se sont coupés du monde des classes populaires. Donc, il le déplore, mais il fait cet aveu. Ce qui est d'ailleurs assez courageux, parce que tout de suite, il a effectivement été pointé du doigt comme étant ce qu'il est. Il l'assume, et encore une fois, il le regrette, il n'en fait pas un étendard. Mais là où ça devient intéressant, c'est que Raphaël Glucksmann donc, fait cet aveu. Il explique qu'il ne connaît pas le peuple parce que son parcours personnel, familial, l'en a éloigné. Et que 6 mois après qu'il ait fait cet aveu publiquement, pour le déplorer encore une fois, les socialistes en ont fait leur tête de liste aux élections européennes. C'était en 2019. Et alors là, ça peut interroger. Et quelqu'un a l'honnêteté de reconnaître, moi, voilà, j'ai pour toutes mes raisons culturelles et sociales de mon parcours, j'ai vraiment une faille, j'ai un angle mort dans mon logiciel aujourd'hui, c'est que je ne connais pas le peuple. 6 mois plus tard, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, confie à Raphaël Glucksmann aux élections européennes la tête de sa liste. Cette cécité du Parti socialiste et cet abandon de fait des catégories populaires qui vraiment ne votent plus du tout pour le Parti socialiste saute aux yeux à travers cet épisode-là. Donc, pour lutter contre cette gauche actuellement, il n'y a guère que Fabien Roussel qui prône le retour aux jours heureux en évoquant le programme de la résistance à la sortie de la guerre. C'est quand même... Il l'a évoqué pendant la campagne présidentielle. Est-ce que ce n'est pas la meilleure façon
de renouer, justement, de reparler au peuple. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il tente de faire? Alors, s'il n'y a que lui, Lucie Perrault, pour reprendre vos termes, c'est pas très encourageant pour la gauche. Il faut rappeler qu'il a fait à peine plus de 2% à l'élection présidentielle. En revanche, là où je vous rejoins, c'est que Fabien Roussel, me semble-t-il, à gauche, est comme un lanceur d'alerte. C'est-à-dire, parfois avec des propos caricaturaux, parfois avec l'amour du buzz, voilà, comme on dit aujourd'hui, mais ils y succombent tous, peu ou prou. Il pointe de vrais sujets, c'est-à-dire le rapport au travail, par exemple, à gauche. Quand il explique la gauche du travail, nous avons vocation à redevenir la gauche du travail et pas simplement la gauche des allocs. Toute une frange de la gauche et des écologistes, on l'a vu, pousse des cris d'orfraie, sauf qu'il pointe vraiment un problème qui est au cœur de ce divorce entre les catégories populaires et la gauche. Lorsqu'il évoque le mode de vie, la gastronomie française et le fait que le projet de la gauche doit être que les catégories populaires puissent avoir accès à une bonne viande, un bon vin, un bon fromage, pour reprendre les mots qu'il a employés. Là aussi, il pointe quelque chose qui a trait aux réalités quotidiennes et qui doit... Je pense que à la fois, c'est un lanceur d'alerte sur cette évolution de la gauche. Encore une fois, il le fait parfois de façon caricaturale et provocatrice, mais il l'assume à la rigueur. Et puis, il pointe justement un certain nombre d'éléments qui font que ces catégories populaires sont passées au Rassemblement national. Alors peut-être qu'il freine encore un petit peu par ce discours, justement, le basculement de ceux qui ne sont pas encore passés à l'extrême droite. C'est sûr que pour les reconquérir, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas simplement des sorties de temps à autre de Fabien Roussel. Il faut un vrai travail au long cours de cette gauche. Une vraie remise en cause. En tout cas, elle devrait l'écouter, me semble-t-il, plus souvent, plus attentivement, et pas simplement, là aussi, trop souvent, quand Fabien Roussel fait une sortie, entre guillemets, de verser dans l'imprécation, l'indignation, l'excommunication, pour dire, voilà, tout très vite, dès que Fabien Roussel parle, ces dernières semaines, vous avez remarqué, il est catalogué de réac quand c'est pas d'extrême droite. Et ça illustre aussi ce naufrage de cette gauche-là. Alors vous prônez un retour aux fondamentaux, c'est-à-dire, pour la gauche, le progrès, la nation, la République, la laïcité, pour en finir avec cette gauche qui fait la moue devant le drapeau tricolore, qui chante la Marseillaise du bout des lèvres. Est-ce que c'est vraiment la solution ? Il faut à la fois ressusciter toutes ces valeurs que vous évoquez, qui font partie de l'identité, de l'ADN même de la gauche républicaine dans ce pays, et puis en même temps, il faut essayer de les adapter, c'est-à-dire de les traduire concrètement dans l'évolution de nos sociétés. Et c'est sûr que nos sociétés, et la France comme l'ensemble des sociétés occidentales d'ailleurs, est confrontée à une forme d'émiettement, d'individualisme, de consumérisme, qui fait qu'il ne suffit pas effectivement de chanter la Marseillaise, bien sûr, pour faire de bons citoyens aujourd'hui. Mais il ne faut pas écarter le drapeau tricolore, la Marseillaise, la nation comme outil d'intégration et d'émancipation, comme ça, d'un revers du monde, le pointant du doigt. Après, j'essaie d'évoquer aussi à la fin du livre un certain nombre d'exemples qui montrent que dans les sociétés occidentales, européennes, avancées aujourd'hui, la gauche n'est pas condamnée à rester en permanence dans l'opposition. Lorsqu'elle réussit à regarder le réel en face, à se tourner vers le réel et sa complexité, et l'évolution du monde, et à prendre en compte l'ensemble des problèmes qui se posent dans la vie quotidienne des gens, elle réussit à revenir au pouvoir. On l'a vu en Allemagne récemment, il y a quelques mois, avec une gauche, on va dire, plutôt libérale, réformiste, pragmatique. On l'a vu en Espagne et au Portugal depuis déjà plusieurs années, avec une gauche plus ambitieuse sur le plan social. On le voit aussi, par exemple, au Danemark, où les sociodémocrates ont pris à bras-le-corps les questions identitaires et les questions de sécurité. Et c'est ainsi qu'ils sont revenus au pouvoir, contrairement à leurs homologues suédois, qui, eux, ont perdu le pouvoir récemment, faute de s'être emparés de ces sujets-là. Pour conclure, Renaud Dely, en fait, la gauche est devenue ringarde, elle a perdu le contact avec le peuple parce que le monde a changé, mais elle n'a pas bougé. Il y a de ça, le monde a changé, elle n'a pas changé, surtout elle n'a pas pris en compte les évolutions du monde, c'est-à-dire qu'elle est restée... Pas de nouveau logiciel. Non, et parce que, encore une fois, elle a... perdu confiance en elle-même et que donc il est plus facile dans ces cas-là, lorsque le monde vous échappe et que vous avez du mal à le comprendre et a fortiori à le changer, à le réformer, à le réguler quand vous êtes au pouvoir, il est plus facile de se réfugier, de se replier sur des certitudes obsolètes et poussiéreuses plutôt que de prendre à bras le corps et souvent donc de verser dans l'imprécation. La dénonciation, encore une fois, c'est beaucoup plus pratique parce que en plus facile. C'est plus facile parce qu'on est certain comme ça de rester assez longtemps éloigné du pouvoir. Renaud Dely, Anatomie d'une trahison, aux éditions de l'Observatoire. Lisez-le absolument si vous voulez comprendre les combats aujourd'hui, tout ce qui se passe à la NUPES.